Bonsoir à tous. Alors que la France entame aujourd'hui un lent processus de déconfinement, les images du passage à tabac sans aucune raison du producteur de musique Michel Zecler par plusieurs policiers provoquent l'émoi dans un contexte particulièrement tendu avec la loi de sécurité globale. À l'heure où je vous parle, des dizaines de milliers de manifestants sont dans la rue. Une succursale de la Banque de France est en flammes à Paris et des militants attaquent à coups de pioche des vitrines de la Matmut. Emmanuel Macron est dans une situation particulièrement difficile, retiré ou à la limite retoqué un texte liberticide et mécontenter une partie de ses soutiens à droite ainsi que les syndicats de police, ou alors ne rien faire et risquer de voir la foule s'embraser éreintée par la crise et la Covid. Pour l'heure, nous suivrons ça avec intérêt, mais pour le moment, c'est l'heure de s'amuser. Coronavirus, décès, c'est au programme. Ah, pardon, j'ai oublié un thème, pardon, je la refais. Coronavirus, décès et Noël, c'est au programme de ce 4e numéro de Gars sans l'émission. Bonsoir à tous, générique. Bonsoir à tous, aujourd'hui avec moi, mon cuistot en chef, Thomas. Oui, Thomas, c'est ton prénom. Oui, Comment c'est moi, vas-tu c'est mon prénom. Bonjour à tous. Bonsoir T'as à passé tous. 2 semaines intéressantes Oh là là, c'était une semaine magnifique. avec un beau sapin de Noël dans ton école. C'est exact. Normalement, il faisait 5 mètres, mais maintenant, il fait 3 mètres. Je ne sais pas pourquoi, hein, c'est comme ça, c'est ballot, hein, cette fucking entreprise nous l'a mise bien profondément. Mais ce n'est pas grave, je suis là avec vous dans la bonne humeur pour... Mais du coup, Thomas, c'est mieux de se prendre 3 mètres bien profondément que 5 mètres, quoi. Ça fait moins mal, quoi, au final. Alors du coup, Hugo, sinon... avec qui sommes-nous ? Pardon, je vous rappelle pour ceux qui nous rejoignent que le bandeau en dessous, c'est Thomas qui l'écrit. Et encore une fois, il est très rigolo cette semaine. Et je vous ai pas présenté les 2 commis de la semaine. Dio, comment ça va, Dio ? Bah ça va très bien, écoute Hugo, et toi ? Eh ben moi ça va bien. Et on a un petit nouveau qui est un ancien camarade de classe de l'école de journalisme. C'est Lucas. Comment ça va, Lucas ? Merci, Lucas. Aïe, aïe, aïe. On a perdu Lucas. Notre invité de marque. On a perdu Lucas. Lucas, tu es perdu ? Allô, Lucas ? Les aléas du direct, messieurs, dames. Oui. Allô, Lucas ? Nous allons essayer de retrouver Allô. Lucas. Bon, faut le pardonner, le pauvre est à la campagne, donc la connexion internet de la campagne, évidemment. Est-ce que Lucas, tu nous entends ? Bon. On va continuer l'émission en attendant que Lucas nous rejoigne. Voilà, on va suivre ça. Voilà. Et ben les aléas du direct, messieurs, dames. Ah oui, bah oui, c'est comme ça. Les professionnels, bien entendu. Mais je ne sais pas. Oui. Lucas est parti vers d'autres cieux, comme la Team Rocket. Il nous a quittés. Amen. Bon, bah, en attendant qu'il nous rejoigne, on va commencer le premier thème de cette journée. Alors, première question, c'est la question liste du jour. Donc, les garçons, arrêtez-moi dès que vous avez la réponse. Pourquoi parle-t-on cette semaine de AstraZeneca, de Moderna, de Pfizer, de Janssen, de Novavax, de Sputnik 5, de CanSino. Tous les vaccins au Covid. Oui, effectivement, c'est les principaux vaccins contre le Covid. Alors, il faut savoir que selon l'OMS, il y a 321 vaccins potentiels contre le nom entier de la maladie, c'est le coronavirus SARS-CoV-2. Donc, l'image que vous avez à côté, c'est l'image du vaccin d'AstraZeneca élaboré en collaboration avec l'université d'Oxford. Voilà. Donc ce vaccin, voilà, on a plusieurs vaccins. Il y en a 28 qui sont en cours d'évaluation et 10 seraient en phase 3. Donc on va voir, on espère. On rappelle que dans certains
Ah, on a Lucas qui nous dit qu'il n'entend personne. C'est bien dommage. Déco, reco. Il me dit qu'il ne sait pas si on l'entend. Non, Donc on l'entend malheureusement pas. voilà, donc Mais là, il vient de voilà, ok. vous avez tout en direct, les aléas du direct. Donc, il se déconnecte. Est-ce que Lucas, tu nous entends? La technique est un Oui. Ah, Toki, Oui. il est là. Lucas est parmi nous. Ouais, petit souci technique, c'est petit bug Discord, ça arrive. Ça Voilà, arrive, ça arrive. et en même temps, c'est le samedi soir, on est à la chill, on est tranquille. Donc Lucas, t'as raté la première question qui était une liste et fallait dire pourquoi on parlait de ça et la réponse, eh bien, c'était les vaccins contre le Covid, contre la Covid. Voilà, et on rappelle que voilà, dans certains pays, la vaccination a déjà commencé avant la validation du vaccin, notamment en Chine, hein, où ils ont commencé à vacciner alors que le truc n'était pas du tout validé encore. Donc, ça se trouve en Chine, on va avoir des personnes à 3 têtes qui vont naître dans quelques années. On verra ça. Ouais, Avec ça peut être dangereux quelque part. Ouais. C'est ça. Mais c'est pour ça qu'aussi ça va être risqué. Hein. Emmanuel Macron a annoncé que la vaccination ne serait pas obligatoire et que ça arriverait fin décembre, début janvier. Les personnes comme moi qui sont à risque en étant diabétiques seront vaccinées parmi les premiers. Donc je vous dirai si j'ai 3 têtes qui me poussent dans quelques mois. Tu nous feras une vidéo réaction. C'est ta Une vidéo- réaction, j'ai 3 têtes. J'ai 3 têtes, ça tourne mal. Voilà, Explication, exactement. Explication, évidemment. Question numéro 2, c'est une question citation. Qui a tweeté, dites-lui que nous travaillons dur pour que le Père Noël puisse faire ses courses en France en décembre. Si, comme tous ces lutins, nous respectons les gestes barrières, nous y arriverons. Oh, ça doit être Castex. Eh ben, bonne réponse de Ça Dio. La première réponse était ça fusait à toute vitesse. Vous le voyez sur le côté. Hop. Est-ce que non, je suis pas dans le bon sens. Si je suis dans le bon sens cette semaine, c'est bien. Je vais arriver un jour à faire ça en direct. Vous avez le tweet de Jean Castex juste à côté, qui répondait en fait à un journaliste qui s'appelle Benoît Montagioni, qui est journaliste au journal de Saône-et-Loire, qui disait, qui montrait en fait un dessin de son fils, qui disait bon Olivier Véran, va falloir se bouger là en gros pour résumer le tweet. Et le journaliste a répondu à Jean Castex. Joseph, 4 ans et demi, est ravi que le PM, entre guillemets, et là, il met entre parenthèses, le monsieur qui aide le président, pour citer son fils, a vu son dessin, mais il aurait préféré une réponse du Père Noël. Désolé Jean Castex, vous ne pouvez pas lutter. Smiley, clin d'œil. Donc voilà, on va voir comment va se passer Noël avec le déconfinement. On rappelle qu'aujourd'hui, les magasins dits non essentiels, les petits commerces ont réouvert et consommer local. Ce n'est qu'une proposition qu'on peut vous faire, consommer local. C'est important pour les petits commerçants. Voilà. C'est vrai que pour y avoir été ce matin dans le cadre d'une pige dans un truc dans lequel je bosse, ça a été un peu une délivrance que pour les commerces non essentiels Oui. de réouvrir. C'est vraiment comme disait un marchand de chaussures dans lequel j'avais été. En fait, là, le projet de faire des click and collect, etc., voire des livraisons pendant le confinement, ça met pas du beurre dans les épinards, ça permet d'en avoir en fait. C'est ça. Ça permet d'avoir les épinards en question, quoi. Ah bah, Le beurre et la c'était bien les solutions de click and collect, mais c'est vrai que c'était pas viable et pas longtemps en tout cas. Surtout C'est ça. des commerces indépendants, tu vois, et qui sont entre guillemets dans des petits marchés comme moi en province, tu vois. Non, mais c'est sûr. Sur pareil, du click and collect, je pense que c'est plus facile, déjà parce que tu as plus de clientèle possible que. Non, mais ça, c'est sûr et certain de toute manière, hein, tout ça. Pendant qu'on est en train de parler, hein, je vous rappelle, là à Paris, la situation commence à chauffer entre les manifestants. Le ministère de l'Intérieur a annoncé que 46 000 personnes ont manifesté à Paris, donc on attend les estimations des manifestants, mais en tout cas, voilà, situation un petit peu tendue à Paris, on a des violences, on a des policiers blessés, on a des blessés des deux côtés. On va suivre ça, bien entendu, au fur et à mesure de l'émission, mais il est temps de passer à la question numéro 3. Une publicité en pleine page diffusée dans la presse indique vivement que l'on ne voit plus cette publicité. Mais qui a commandé cette publicité et pour quel produit? Là, il n'y a plus personne qui parle. Ah si, c'est bon. Nous sommes là, nous réfléchissons. Non, réfléchissons.
Et je vous rappelle, n'hésitez pas, il faut que vous posiez des questions pour essayer d'arriver au public. Est-ce que tu peux répéter la question déjà? Oui, bien entendu. Alors, c'est une publicité qui a été diffusée en pleine page. Ça veut dire que c'est une page entière où il n'y a que cette publicité-là qui a été diffusée dans la presse et qui indiquait vivement que l'on ne voit plus cette publicité. Mais Une qui pub, a une commenté? pub genre du ministère de la Santé, genre restez chez vous, un truc comme ça. Alors, D'une ARS. c'est pas le ministère de la Santé, mais on s'en rapproche, c'est institutionnel. Mais la vraie question, L'ARS, non? non, pas l'ARS. Je vais vous le dire parce qu'on y est presque. C'est le gouvernement qui fait cette publicité. Mais pour quel produit? Puisque c'est un produit qui vendent avec. Non, c'est pas les masques. C'est autre chose. Autre chose. Je peux vous donner des choses. C'est un produit qui a été vendu pas qui a été vendu, mais qui a été utilisé par plus de 10 millions de Français, de personnes. Hydroalcoolique? Non. Non. Le vaccin de la grippe, peut-être? Non, c'est différent. En fait, sur cette image, vous aviez un QR code. Sur cette publicité, vous aviez un QR code. Là, normalement, je l'ai la réponse. Oui, c'est bien, je l'ai, c'est l'application. Légal, non? C'est l'application. Alors attendez, pas en même temps. Les trucs des violences faites aux femmes. Non, c'est pas les violences faites aux femmes. Qu'est-ce que tu voulais dire, Dio? L'application Tous Anti-Covid. Exactement. Là, vous allez avoir le retour de la publicité. Mais effectivement, c'est cette pub avec écrit en gros vivement que l'on ne voit plus cette publicité avec le logo de Tous Anti-Covid avec ce QR code en bleu, blanc, rouge. Voilà, pour rappel, vous avez les statistiques. En fait, moi, je l'utilise cette application parce que franchement, elle est pas trop mal. Et en fait, vous avez les chiffres quotidiens, etc., etc. Vous avez les chiffres d'utilisation. Et en fait, regardez, je vous montre en direct. Vous voyez, vous avez ici, voilà, les chiffres clés, etc., etc. Donc, par exemple, hier, il y avait 12 459 cas. Et on a à la fin le nombre de téléchargements, les chiffres liés à l'application. Donc, on est à 10 044 010 enregistrements sur l'application. Donc, c'est le nombre de personnes qui ont téléchargé et activé l'application. Il y a eu 14 245 notifiés par application. Ça veut dire qu'il y a 14 245 personnes qui se sont dit « Ah, tu as été en contact avec quelqu'un qui a été diagnostiqué positif au Covid. » Et il y a eu 51 417 cas qui ont été déclarés sur l'application. Donc voilà, on est dans ces eaux-là. Donc une application qui est promue par le gouvernement et quasiment à chaque intervention d'un membre du gouvernement, on a cette invitation à télécharger l'application, même sur la nouvelle version de l'attestation. Sous la nouvelle version de l'attestation papier qui est diffusée à partir d'aujourd'hui, vous avez en bas la possibilité de télécharger cette application-là. Donc, le gouvernement pousse vraiment pour que cette application soit téléchargée. Et évidemment, l'application marche mieux désormais que la précédente version qui était quoi? C'était Stop Covid. Je me rappelle. Ah, comment? Stop Covid. Stop Covid, c'était ça. Plus que Stop Covid, maintenant, voilà, cette nouvelle version marche beaucoup mieux et beaucoup moins chiante, surtout que la précédente, et j'en sais quelque chose. On va passer à un autre thème. On va passer à une question qui ne concerne pas le coronavirus pour le coup. C'est Maître Sarah Mojor-Poliak, qui est l'avocate d'Ayoub El-Kazani. On se rappelle qu'il avait ouvert le feu dans un Thalys en 2015 et qui avait fait 3 blessés. Son avocate a demandé, lors du procès de son client, qui a débuté le 16 novembre, la convocation d'un témoin. Mais la vraie question, c'est qui est ce témoin? C'est un témoin très particulier et vraiment inattendu pour le coup. Quel était le témoin dont cette avocate avait demandé la convocation? Est-ce que c'est un être humain déjà? Oui, c'est un être humain. Bon, c'est jamais une histoire de chien qui assiste à la scène. Oui, c'est ça. C'est on avait vu la semaine dernière. Est-ce que c'est un homme politique? Non. Homme ou femme politique? C'est pas... il a peut-être fait de la politique, mais c'est pas un homme politique. Donc là, vous avez l'image de l'avocate d'Ayoub El-Kazani. Là, je vais dire Francis Lalanne. Lucas, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais nous, en tout cas, à l'école, à notre école de FJ, on a eu un prof qui nous a ramené une partie du dossier de l'instruction de cet attentat. Et on a dû faire un exercice, on a dû résumer. J'en ai des vagues souvenirs, mais ouais. On devait résumer tout ça et j'ai lu ce dossier, une partie de ce dossier d'instruction Ah oui, qui je me a rappelle montré que à quel point Ayoub
Ayoub El-Kazani était un branque. À quel point, en fait, l'attentat a échoué parce que c'était un branque, tout simplement. Et en fait, il Il a n'attirait fait qu'un preuve seul coup de d'amateurisme, foudre. en fait. Entre guillemets. C'est ça, c'était un pur amateur. Et on voit ce que ça a donné. Mais ça ne nous dit pas qui est-ce qui a été convoqué. Et pourtant, quand on y réfléchit, ça peut sembler assez logique, en fait, que cette personne... Enfin, c'est pas étonnant que cette personne ait été convoquée. Je t'avoue que j'ai très peu d'idées là. Hein. Bah, n'hésite pas à poser des questions. C'était où Et vous vous en doutez bien que si je pose la question, c'est quand même inattendu, on va dire, et cocasse. Ça s'est passé où folklorique ou ça a quand même une Folklorique, d'une certaine certaine logique. manière. C'est quelqu'un, en tout cas, cette personne, c'est quelqu'un que tout le monde connaît. Tout le monde le connaît. C'est une légende dans ce qu'il est. Donc, dans sa catégorie. Dans la culture. Ah oui, dans la culture, c'est une légende. Enfin, non, mais je veux dire, il bosse dans la culture, je veux dire, dans la musique ou dans un truc Un comme ça. chanteur ou Pas un dans truc la comme ça. musique. Pas dans la musique. Oh, il a Ok, peut-être un chanté. acteur, peut-être. Oui, c'est un acteur, tout à fait. Mais il n'était pas là en tant qu'acteur. Il n'avait pas été convoqué en tant qu'acteur. Il a été convoqué dans un truc artistique qui est lié au cinéma, mais pas en tant qu'acteur. Qu'est-ce que je peux vous dire un truc pour comme ça. aider Dans la C'est un réalisateur Oui, c'est production, un un truc comme ça. réalisateur et en fait, il a été convié, enfin, on a demandé à ce qu'il soit présent parce qu'il avait justement réalisé un film sur Vincent cet Cassel. attentat. Non. Je suis. Non. Je sèche là. Euh, Est-ce que tu as des idées de films perdu. qu'il a fait peut-être du coup Alors, c'est une légende. Je pourrais vous dire pour une poignée de dollars. Pour une poignée de dollars, $1 milliard baby. Après, Ah, punaise. Comment il s'appelle Euh, Oh mon dieu. Attends. Roman Polanski. Non. non, Clint c'est Eastwood. pas Roman. Oui, Putain. oui, Ah, j'ai Tom, fait oui, non. Lucas, exactement. Bien joué. Clint Eastwood, on rappelle, c'est celui qui avait réalisé le film 15-17 pour Paris, enfin le 15h17 pour Paris, qui était un film qui était assez... on va pas se mentir, le début est très chiant. Hein, en fait, c'était les trois héros américains qui jouaient leur propre rôle. En fait, les victimes de cette attaque jouaient leur propre rôle dans le film. Et en fait, ce qui est assez intéressant en fait dans ce film-là, c'est pas tant le film en lui-même qui est vraiment très casse-couille pour le coup, mais c'est la scène en temps réel de la représentation de l'attaque qui est vraiment, on va être très honnête, qui est captivant. On voit, en fait, c'est fait en temps réel. Le moment où Kazani rentre dans les toilettes pour se préparer et qui ressort, c'est une scène qui est dingue. Je pense que, en fait, le film, vous pouvez barrer tout le début, mais il repose que sur ça. Et en fait, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été, qu'on a demandé à ce qu'il soit convoqué, en fait, ce qui n'a pas eu lieu vu que la cour en a décidé autrement. Mais en fait, voilà, pour citer, en fait, avec le témoignage de l'acteur-réalisateur, l'avocate espérait qu'il apporte, je cite l'avocate, apporter son éclairage sur l'attitude de messieurs Stone, Skarlakos et Sadler sur le tournage et sur les consignes de tournage quant au déroulement des scènes censées reproduire avec exactitude les faits survenus le 21 août 2015. La cour d'assises a décidé de ne pas entendre Clint Eastwood comme témoin, pour citer l'avocat, le parquet général. Je ne vois pas l'opportunité d'entendre un témoin qui n'est témoin de rien, qui a 90 ans en pleine crise sanitaire, si ce n'est pour un battage médiatique, dénonçant au passage une plaidoirie du buzz. Donc voilà, donc la cour a délibéré, il n'a pas été convoqué, mais en tout cas voilà, c'était une information moi que j'ai trouvé intéressante de vous partager. Voilà. Clint Eastwood, ouais, bah côté politique, ouais, ça se tient vu qu'il est assez engagé chez les Républicains. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit quand on m'a demandé s'il s'intéressait à la politique, bah un peu quand même. C'est qu'il est quand même relativement militant quand même. Tu me dis, mec, soutien du Parti républicain, ouais, c'est un des premiers. Ouais. C'est ça. On va passer j'avoue, je suis une brêle en cinéma. J'ai regardé en loose day $1 Million Baby. J'ai regardé en loose day sur mon téléphone qui est juste à côté. Ah, monsieur Triche en plus, monsieur Triche. Ah bah bravo, elle est belle la France.
La France de demain. Bref, continuons. Question numéro 5. C'est la première fois que Monsieur de Nagui Boxa se retrouve devant la justice pour des faits graves et a bien appuyé que son casier judiciaire était vide devant la présidente du tribunal. Mais sous quel nom connaît-on mieux Monsieur de Nagui Boxa? Ah oui, alors ça, je l'ai. C'est Nicolas Sarkozy. Oh. Exactement. Parce que, alors ça, je l'ai vu passer, c'était un journaliste qui racontait la scène, donc c'est donc la juge, je crois, qui dit donc son prénom entier, donc Nicolas Nagui Boxa Sarkozy. Et lui, il répond juste Sarkozy, ça ira. Et elle lui dit c'est en cas d'un casier judiciaire. Et il répond quelque chose, c'est pas mot pour mot, mais quelque chose dans le sens où c'est pas dans mes plans d'en avoir un, quoi. Bah j'ai pas, surtout il dit mais j'en ai pas. Oui, J'en oui. ai pas de casier judiciaire. Donc voilà. Donc effectivement, on rappelle, là on voit l'image de Nicolas Sarkozy qui sort du tribunal correctionnel de Paris. Donc en fait, faut savoir qu'en fait le 26 novembre, le tribunal correctionnel de Paris a rejeté la demande de renvoi du procès de l'ancien président, qui est jugé pour corruption et trafic d'influence. Donc l'audience reprendra lundi. Il est suspecté, voilà, c'est ça le mot. Nicolas Sarkozy est suspecté d'avoir tenté d'obtenir d'un magistrat à la Cour de cassation, qui est Gilbert Azibert, des informations confidentielles le concernant, voire de peser sur une procédure engagée dans l'affaire Bettencourt. En échange, Sarkozy avait promis d'intervenir en faveur du magistrat pour qu'il obtienne un poste à Monaco. Et petite anecdote, on rappelle, c'est cette fameuse aussi affaire Paul Bismuth. Et il faut savoir que Paul Bismuth existait réellement. Il existait réellement et qui s'était porté partie civile lors du procès, qu'il a finalement fait marche arrière. Mais voilà, on aurait pu avoir Paul Bismuth. Voilà. Tiens, pour revenir sur les manifestations, juste pour faire un point, Gérald Darmanin annonce que 37 policiers et gendarmes ont été blessés lors des manifestations. Voilà. Donc voilà, c'est petit point sur bien évidemment les manifestations qui se passent ce soir en France et particulièrement à Paris. Mais justement, on va y venir. Question citation, qui a dit: la liberté de la presse aujourd'hui n'est plus seulement attaquée par les dictatures notoires, elle est aussi malmenée dans des pays qui font partie des plus grandes démocraties du monde. Elle est malmenée jusqu'en Europe. Quelqu'un d'un parti politique? Ah oui, d'un parti, oui, en effet. Il commence par France et qui termine par Insoumise? Non, justement, non. Ah, donc, vu ta manière de le lire, je dirais plus à un mec genre plutôt Rassemblement National. Non plus, non. Mais c'est pas la France, c'est certainement pas la France insoumise. Ça a été dit où? Ça a été dit dans... Eh bien, ça a été dit pendant une cérémonie de vœux, à la presse. Robert Ménard, non? Comment? Robert Ménard? Non. Ça aurait pu être Robert Ménard, qui, on le rappelle, était président de Reporters sans frontières, mais non. Fondateur, de Reporters sans frontières, mais non, c'est pas lui. Et justement, ça va vous paraître peut-être étonnant comme réponse. Donc pas plutôt éloigné de Robert Ménard, on pourrait dire. Ah oui, quand même. Éloigné Glucksmann. Non, c'est pas Glucksmann. Non. Ce qui me fait rire, c'est que justement, avec vos réponses, on se doute pas qu'il ait dit ça, et pourtant, c'est bien lui qui l'a dit. C'est plus de droite ou plus de gauche? Alors, c'est pas en même temps. Alors, Lucas d'abord. Quelqu'un de la République en marche, allez, pour la... Ah oui. Et qu'est-ce que tu voulais dire, Eugène? Non, du coup, je demandais si c'était plus de droite ou de gauche. Alors non, c'est République en marche sur 20. Oui. Ok. D'accord. Il y en a des folkloriques à la République en marche, pourtant. Ah bah là c'est le premier des folkloriques, là, c'est... Joachim Somforget. Ah non, il est plus à la République en marche, Joachim Somforget. Tu savais qu'il avait la nationalité kosovare? Ah ouais? Ah bah non, on en apprend tous les jours. Ah ben, Alors, les gars non. qui viennent, Vous voyez, là, c'est Joachim Somforget, et la personne dont on parle, il est là, quoi. Il est là. Bah, quand même, les Folklorique gars. Joachim Somforget. Quand même, les gars, la République en marche, c'est qui? Édouard Philippe? Emmanuel Macron? Ah, mais c'est qui, la Macron. République en marche? Ben oui, c'est Ah Macron oui. qui a dit ça.
Macron a dit ça lors des vœux à la presse en 2018, lors de ses vœux à la presse en oui, c'est ce que j'allais 2018. Ah dire. ouais, donc ça date de 2018. mais Ah l'autre, ouais, je pensais que c'était un truc récent, moi. Ah oui, oui. Certes, mais vous m'avez pas demandé si c'était récent. Vous m'avez pas demandé Oui, si oui, c'était non, non, récent. c'est vrai. Oh, t'es un salaud. d'accord. Ben tu non, nous- mais j'ai trouvé ça intéressant. Je suis retombé sur cette phrase en préparant l'émission. Et on en parle actuellement alors qu'on est dans une loi qui va concerner des lois liberticides et qui est dénoncée par de nombreux syndicats de presse. Et j'ai trouvé ça intéressant de faire ce parallèle-là tout de même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Ouais, c'est vrai. c'est Macron qui dit que la liberté de la presse est attaquée dans des démocraties. Et là, eh ben, on est en plein là-dedans. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant. Ah, qu'est-ce que nous a montré Thomas? C'était quoi? Non, y a rien, c'était. Je sais pas. Le réalisateur qui ne sait pas ce qu'il fait, c'est rassurant. Désolé, j'ai C'est marqué. très rassurant. Pourquoi? Oui. Bon, bref. Alors, du coup, vas-y. Alors, on va passer à la 7e question. Ils étaient 1038. Ils étaient encore 4 le 18 juin dernier. Et Hubert Germain est désormais le dernier. Mais le dernier quoi? Résistant à la Seconde Guerre mondiale. Non. Non. Maxime serait là, Lucas, il te cracherait au visage, hein, puisque Hubert Lois n'est pas mort, je te rappelle. Le dernier, c'est à propos. C'est quelque chose qui s'est passé vraiment il y a longtemps pour Mais que. mais pour répondre rapidement à Lucas, on n'est pas éloigné, mais c'est pas le dernier. C'est quelqu'un ouais, qui est Le comme. dernier général? Non, c'était une distinction. C'était une distinction. On disait c'est le Résistant. Ah, C'était pas le dernier résistant. Par exemple, on a le commandant Pfeiffer. Ils sont plus que 2, si je me trompe pas, dans le commandant Pfeiffer en survivant. Mais là, c'est pas. je sais pas. Là, ce qui nous concerne, en fait, il y a eu 1038 personnes. Il y a eu 5 communes: Paris, l'Île-de-Saint, Nantes, Grenoble. Et on a de nouveau perdu Lucas. Eh ben d'accord. Ouais, On perdu Lucas. Lucas est parti est tombé sous un. Ah, Lucas est de retour. Tu nous entends, Il y a Lucas? Dark Chevrolet dans le chat qui nous dit J'ai pas du Indochine. Ah, c'est bon. Qu'est-ce qu'il nous dit, Dark Chevrolet? Indochine. Non, c'est pas la guerre d'Indochine, c'est bien la Seconde Guerre mondiale. Hésite pas, Eugène, à me dire pour les répondre dans le chat, puisque je l'ai pas sous les yeux. Hésite pas à me le dire. Mais non, c'est effectivement la Seconde Guerre mondiale, mais c'est l'intitulé en fait. C'était une médaille. Peut-être que Thomas, attends, je vérifie en même temps, mais normalement tu peux peut-être montrer Je peux montrer image. la médaille, oui. Tu peux montrer la médaille, tu peux la montrer la médaille. En fait, c'était une distinction honorifique. On rappelle que en fait, pourquoi je dis que c'est le dernier, pourquoi cette question est dans l'actualité, puisque l'avant-dernier, qui s'appelait Daniel Cordier, qui était le secrétaire de Jean Moulin pendant la Seconde Guerre mondiale, est décédé récemment. Et du coup, il y a eu un hommage national à Daniel Cordier et Hubert Germain en sa qualité de dernier. Oui. Je l'ai sur le bout de la langue, ça me saoule. Lucas, Maxime serait là, il t'en voudrait beaucoup, t'es au courant? Est-ce que je fais une énième fois mon salaud et je lui demande? Essaye de lui envoyer un message, on va voir s'il te répond. Mais en fait, cette distinction est quand même quelque chose de très honorifique. Je vous l'ai dit, il n'y a que 1038 personnes qui l'ont eu. C'est une reconnaissance civile ou militaire? C'est militaire, si je me trompe pas, mais oui, c'est militaire. Vous voyez, il y a 18 unités combattantes, dont 2 bâtiments de guerre qui ont eu cette récompense, qui ont eu cette distinction. Parmi les 1038, 271 ont été nommés à titre posthume. Le plus jeune est mort à 14 ans, s'appelait Mathurin Henriot. Et du coup, ils étaient 1038. Une médaille militaire, 5e République, non? Non, c'est pas la 5e République. Je peux vous donner un mot. Je peux vous donner un mot de la phrase. Ils étaient 1038 de la Libération. Héros de la Libération. Non, héros de la Libération. C'est pas compagnon. C'est pas héros. Compagnon, tu t'es grillé tout seul. C'est pas héros, c'est quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ah, ça y est, nous avons perdu Hugo présentement. Voilà, mais je me suis grillé. J'ai donné la réponse. Bien vu. Vous avez pas entendu. Il y a que Lucas qui a été attentif, mais j'ai donné la réponse en fait. T'as dit con. C'est ça, j'ai dit con. C'était les. Donc effectivement,
Hubert Germain est le dernier compagnon de la Libération. Cette distinction qui avait été décernée par Charles de Gaulle. Donc voilà, 1038 personnes et il n'était plus que 4 le 18 juin dernier, lors de la commémoration de l'appel du 18 juin. Et il n'est plus que dernier. Vous avez cette photo, vous voyez, de Hubert Germain qui salue le cercueil de son compagnon. Et on a aussi la photo du regard. Regardez ce regard d'Hubert Germain, dernier compagnon de la Libération. À ce titre, il sera enterré au fort, j'ai oublié le nom, à côté de Paris, là où il y a les cérémonies habituelles. J'ai oublié le nom, c'est honteux, mais il sera du coup inhumé à cet endroit-là, qui est, j'ai oublié le nom. Pardon, C'est génial, tu le manies. D'accord. C'est le mont. Attendez, mont. J'ai oublié le nom. Voilà, et ben vous voyez comment ça fait quand on prépare pas. Si c'est le Mont Valérien. Voilà, j'ai retrouvé. C'est le Mont Valérien. Voilà, il sera enterré au Mont Valérien, dans un endroit à propos. Allez, on va passer à la question 8. J'espère que vous êtes prêts. Et Thomas m'a engueulé par rapport à l'image que je lui ai envoyée en me disant mais c'est une qualité pourrie, les gens ils vont rien comprendre. Oui. Bon, Thomas oui, m'a c'est vrai, effectivement, ça y est, oui, je me souviens. Question 8. Qu'est-ce qui coûte 603 € en moyenne par an selon une étude de CSA et qui est en hausse de 54 € cette année? Les trucs pour bébé, non? Non. Non. Moi, vu que j'ai vu. Thomas a la réponse, donc ça va pas être objectif. Est-ce que je c'est peux vous quelque chose donner- qui je se peux vous consomme ou est-ce que c'est plus des services? Ah, c'est de la consommation. Je peux vous dire que par exemple, chez les cadres, on a une moyenne de 877 € par an. Non. Chez les ouvriers, c'est 329 € en moyenne, en baisse de 87 €. Chez les employés, c'est 439. Et chez les retraités, c'est 721 € par an. Des allocations familiales? Non. Non, c'est pas les allocations familiales, c'est quelque chose, comme je vous l'ai dit, qui se Et passe qui se consomme, chaque ouais, c'est un année. bien de consommation. C'est pas qu'un bien de consommation, c'est lié à la consommation, mais c'est pas un bien en soi. Voilà, donc 603 € en moyenne. Mais qu'est-ce que je peux vous dire? C'est quelque chose qui va arriver incessamment sous peu, qui va arriver vite. L'électricité, Comment? Non, taxe d'habitation. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus festif. L'alcool. Et l'alcool. Non. Non, mais ça en fait partie, l'alcool, mais pas seulement. C'est pas les restaurants, c'est en fait un budget pour quelque chose, pour un événement. Okay. Un événement annuel qui arrive incessamment. Le Nouvel An ou Noël? Le 31 décembre, Nouvel An. Non, t'as dit quoi? Eugène? Nouvel An ou Noël, moi. Eh ben c'est Noël, exactement. Eh ben, oui. 603 € en moyenne pour Noël. 372 € de moyenne parmi ces 603 pour les cadeaux, 154 pour le repas. Vous voyez, vous avez cette infographie sur le côté et on voit que voilà, le budget Noël baisse pour les ouvriers et pour les retraités. Vous voyez, 329. Ça veut dire qu'il y a le budget général pour Noël pour les ouvriers est inférieur au cadeau moyen par année. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, voilà, c'est et pareil pour les retraités, vous voyez la retraite. Et certains disent mais en fait c'est les retraités qui payent plus, mais c'est qu'en fait souvent, eh bien les soirées de Noël se font chez les retraités en fait, souvent chez les grands-parents, etc., etc. Et c'est probablement pour ça que le budget est plus élevé en fait chez les personnes âgées. Voilà. Allez, on va passer à la question 9 et celle-là, croyez-moi que Thomas et moi, on adore cette question. Valentina Tronel va tout faire pour empêcher Alatrax de faire la passe de 3. Mais de quoi parlons-nous? Ça a l'air d'être du sport, mais... Alors c'est pas du sport. Alors toi Lucas, est-ce que déjà tu peux expliquer aux gens ce que c'est la passe de 3 pour ceux qui ne le sauraient pas forcément? C'est quand tu réussis à faire une chose pour la 3e fois consécutive, quoi. En fait. Voilà. En anglais, on dirait plus un flip it, quoi.
Voilà, donc quelque chose. Alors là, pourquoi là, Lucas, toi, tu vas pas forcément comprendre pourquoi je dis que Thomas et moi, on va adorer ça. Mais normalement, Eugène, tu devrais savoir pourquoi Thomas et moi, on adore ça. C'est qui, tu m'as dit le nom? C'est Valentina Tronel qui va tout faire pour empêcher Alatrax de faire la passe de 3. Et Eugène, ce serait honteux de ta part puisque j'en ai parlé de cet événement en message privé avec vous. Oh là là. Je vais pas. Non, Alors je peux donner un indice, c'est un événement, c'est une compétition, hein, on se doute bien. C'est une compétition où en fait Valentina Tronel, c'est la française. Ah, j'ai trouvé, c'est l'Eurovision. Ah oui. Pour être plus précis, l'Eurovision Junior. Exactement, l'Eurovision Junior. Valentina Tronel, ça se tiendra demain, tout simplement. Donc, cette année, 12 nations participantes. Vous voyez, on a Valentina qui a participé à The Voice Kid, et qui est membre des Kids United New Generation, donc la nouvelle version des Kids United. Et en fait, pourquoi la passe de 3? Eh bien, parce que la Pologne héberge le concours déjà pour la 2e fois d'affilée. Et ensuite, elle espère bien remporter le concours pour la 3e fois d'affilée, puisqu'elle l'a remporté l'année dernière et l'année précédente. Donc cette année, évidemment, ce sera normalement dans une forme beaucoup plus restreinte, je pense, sans public. On va voir comment ça se passe. En tout cas, ce sera diffusé demain sur le service public, probablement France 2. Enfin, voilà, on espère que la France va réussir. On rappelle qu'à l'Eurovision Junior, la France est quand même meilleure que pour les adultes. Et on rappelle que l'année dernière, la représentante, c'était Carla avec son fameux bim bam boum. C'est devenu un peu plus un mème qu'un tube, quoi, mais... C'est ça, qui est devenu hyper connu. D'ailleurs, il y a le Kazakhstan. Est-ce que vous me ferez un peu la culture, mais est-ce que le Kazakhstan participe à l'Eurovision adulte? Parce que j'ai l'impression de les avoir jamais vus à l'Eurovision adulte. Oh si, ils ont déjà dû participer. On va vérifier en direct. Moi, avec mon ordinateur qui rame, ça va peut-être être lent. Mais désolé de poser des cols comme ça, mais... Kazakh. Alors moi, j'ai 0 retour en Kazakhstan, mais je ne sais pas. Là, j'ai la liste de 41 pays, si tu veux. Ouais. C'était l'édition 2020. Après, là, c'est l'édition 2020. Mais il y avait l'Albanie, l'Allemagne, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique. Alors, l'Azerbaïdjan participe à l'Eurovision Junior, mais visiblement. Ah oui, c'est vrai, parce que l'année dernière. l'Azerbaïdjan. Kazakhstan, je ne le vois pas dans la liste. Hein. Le Kazakhstan était arrivé avant. Il était arrivé 2e l'année dernière. Ouais, mais je demandais si ils ont déjà participé à l'Eurovision adulte. Justement, à l'Eurovision normale. Eh bien, il ne semblerait pas, attends, je vérifie, mais non, ils ont participé qu'à l'Eurovision l'Eurovision Junior. Donc voilà, le Kazakhstan. Est-ce qu'ils seraient en cours pour y participer? Parce que je sais que c'est un pays, entre guillemets, entre Europe et Asie. C'est ça. Bah après, c'est pas ce qui pose un problème à ces pays-là, puisqu'on rappelle, il y a Israël qui participe à l'Eurovision. Après, Israël est très ancré européen, par exemple, dans les compétitions. Oui, non, mais Israël est compté comme européen, donc... Il y a la Russie, il y a l'Azerbaïdjan, etc. Il y a l'Australie, il y a le Maroc. C'est ça. Alors après, le Maroc, c'était dans les années 60. Fois, ouais. Donc voilà, mais... Et aussi, c'était probablement dans l'époque où on était... tu sais que l'Algérie, techniquement... a participé à l'Eurovision, à l'époque, c'était français, ouais. Voilà, c'était à l'époque où c'était français. Donc après, évidemment, l'Eurovision, voilà. Et pourquoi, en fait, je disais que Thomas et moi, on était liés? Puisque ça fait 2 ans qu'on commente ensemble l'Eurovision. Voilà, on est un peu les Guy Lux et Jacques Martin de l'Eurovision, tous les deux, en fait, hein, mon cher Thomas. C'est toujours un plaisir. Ah, toujours. C'était toujours un plaisir, mais voilà, je viens de vérifier. C'est vrai que je regarde aussi, tu vois. Je le dis. Clairement, c'est un truc aussi que je kiffe regarder, tu vois. Je viens de vérifier la carte, effectivement, le Kazakhstan n'a jamais participé à... Mais, et pourtant, d'autres États, de ce que je vois sur la carte sur Wikipédia, donc c'est peut-être pas à prendre pour parole d'évangile. En fait, c'est jouable. La Jordanie et l'Égypte pourraient par exemple y participer. La Jordanie et l'Égypte, effectivement. On va voir comment ça se passera. Donc on va passer à la question numéro
10 déjà, la 10e question. Waouh! Alors là, c'est la petite question que j'aime beaucoup. Korn et Cobb ont été reçus à la Maison Blanche en grande pompe, tapis rouge et hôtel de luxe. Mais qui sont Korn et Cobb? Un groupe. Non, c'est pas un groupe, c'est pas un groupe, hein. C'est pas un groupe en tout cas. Est-ce que c'est des humains? Parce que depuis que tu nous sors des animaux. Alors non, Ah, alors non. ça y est, C'est il va pas, nous apprendre c'est pas avec des les humains. Ça y est, il a compris la technique, Mais oui, Non, c'est c'était pas sûr qu'à chaque fois, il nous parle d'animaux qui sont invités je sais pas où. Donc, est-ce que c'est des chiens? Non, c'est pas des chiens. Ah, mais là, on va faire toutes les Ah bah là c'est pas l'animal auquel vous pensez d'habitude. Et pourtant, aux États-Unis, c'est un animal que tout le monde connaît. Et je pourrais même. Comment? Un pigargue. Non, c'est pas le pigargue. Je pourrais vous donner un indice, c'est que c'est le nom d'un pays. Ah ah ah. Ah, C'est la putain. langue d'un pays aux États-Unis. Un En état. anglais, c'est le nom. Ouais, Un d'un état. pays. D'un pays. Donc, C'est en anglais, le nom de cet animal en anglais, c'est le nom d'un pays. Une dinde. En anglais. Une dinde. Comment? Ouais, Une dinde. c'est ça. C'est Ah la oui. dinde. C'est les C'est fameuses. Korn et Cobb, ce sont les deux dindes graciées par Donald Trump pour Thanksgiving. Et ils étaient hébergés à l'hôtel Willard Intercontinental. Vous voyez ces deux dindes qui sont dans leur chambre d'hôtel de luxe. Korn et Cobb. Donc Korn, bah, c'est maïs et Cobb, ça doit être épi, je pense. Cobb, ça doit être épi de maïs pour Corn Cobb, voilà, épi de maïs. Mais voilà, les États-Unis avec leur dinde, ça n'a aucun sens, mais voilà. Oui, ça c'est vraiment. On va passer maintenant aux questions un peu culture et sportives, d'accord? Donc Lucas, je compte sur toi. De toute façon, je vais me Qui faire a- boulier, je vais passer pour un gros branque. Qui est-ce qui a été annoncé mort pour la 3e fois en 1 an? Mais qui va... Oui. Exactement, voilà, bon voilà, c'était rapide. Bernard Tapie. Bien En vu. J'ai effet, annoncé je mort par erreur, je pense à Bernard Tapie direct, tu sais. Voilà, vous avez la photo juste à côté. En fait, je sais pas si vous avez suivi, mais en fait, RFI a eu un bug, un gros bug, c'est que Ils ont quasiment annoncé plein de nécrologies qui l'intégralité, étaient prévues à l'avance et que. l'intégralité des nécrologies, une grande partie des nécrologies du site ont été diffusées. Et donc, pour la 3e fois en 1 an, Bernard Tapie a été Ça a annoncé été annoncé mort mort. par erreur. Voilà, on rappelle que les précédentes fois, bien, c'était Le Monde qui avait publié la nécrologie en octobre 2019. C'était d'ailleurs une nécrologie écrite par Davé et L'Homme, les deux journalistes du service d'investigation du Monde, et la chaîne L'Équipe qui avait brièvement annoncé la mort via un bandeau qui était resté à l'antenne. J'ai vérifié l'extrait. 2 secondes, voilà, qui était juste affiché et qui était enlevé ensuite, mais malheureusement, les réseaux sociaux, capture d'écran. Et ça peut aller très vite et ça a dû pourrir des. Et voilà. Mais Bernard Tapie est heureusement toujours présent. Allez, nouvelle question sportive. Qui a dit, après le match, j'ai rallumé mon Nokia 8210, enfin 8210, et là, 77 nouveaux messages. J'ai senti qu'il s'était passé quelque chose. Ah. C'est par rapport à la mort de Maradona, je pense. Non. Ouais. C'est une citation ancienne? Oui, c'est une citation ancienne, en effet. Ouais, quand je vois le modèle du tel, ouais, tu vois. Tu peux donner un indice sur la Que c'est profession du du mec? football, déjà. Non, c'est pas du football. C'est pas du football. C'est un sportif, mais c'est pas du football, en effet. Bah, Il s'est passé quelque chose. Franchement, si vous réfléchissez bien, c'est pas compliqué. C'était en quelle année? Eh ben justement, c'est ça qu'il faut essayer de trouver. Peut-être en 98, allez, je tente au culot. C'était pas 98, mais presque. 97. Non, c'était pas 97. C'était 1 an après. 99. Hop, si vous me voyez faire comme ça, c'est que je suis en train de chercher le journal pour retrouver l'extrait précis, en fait. 99, qu'est-ce qui s'est passé en 99? C'est exactement 99. C'est exactement 99. C'est pas du foot, on est d'accord? Parce que j'allais dire Non, rien de mes votes pas du 99 foot. outre mesure. C'est du sport? C'est du sport, oui, c'est du sport, en effet. Ça, Qu'est-ce qui s'est passé en 99 en sport?
Ah bah là, c'est Lucas, toi qui es un fan de sport, c'est quand Il y même a mon Dark pote. Chevrolet dans le chat qui demande si c'est du tennis. Non, c'est pas du tennis, c'est pas du tennis, c'est pourtant Du basket. Tu me dis, c'est peut-être du basket, mais en 99, le basket, ça m'évoque rien. Non, c'était pas du basket, c'est un sport, c'est marrant que vous y pensiez pas à ce sport-là, et pourtant, Christophe Dominici, peut-être. Oh, c'est Ah. l'essai de Dominici contre les All Blacks. Oui, et du coup, qui est-ce qui a dit ça? Quelqu'un qui était peut-être en France à ce moment-là. Bah non, qui c'est qui a dit ça du coup? Je Lucas? vais dire Christophe Dominici. Bah oui, c'est Dominici qui a dit ça. Voilà, je vous relis, c'était une interview qu'il avait donnée il y a 5 ans dans l'équipe et il disait ça, voilà. Après le match, j'ai rallumé mon Nokia 8210 et la 77 nouveaux messages, j'ai senti qu'il s'était passé quelque chose. Jusque-là, j'étais peu interviewé, considéré. Je me souviens qu'une heure et demie après le match, il y avait encore peut-être 7000 personnes sur la pelouse qui voulaient me faire signer un autographe. C'était grand de stopper les All Blacks de cette génération stratosphérique, mais ma plus grande satisfaction, c'est quand je croise des gens qui se rappellent exactement où ils étaient ce jour-là, la fête qu'ils ont faite. C'est une de mes plus grandes joies et je vous remonte cette une qui est quand même magnifique de l'équipe. Vous l'avez sur le côté, mais voilà, Christophe Dominici, 1972-2020, voilà, qui est malheureusement disparu de manière tragique, voilà, de ces derniers, récemment, voilà, qui est décédé dans des conditions qui restent encore à éclaircir, voilà, et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a chuté dans le parc de Saint-Cloud. On va passer à une question 13. Et là, Lucas, sans déconner, si tu la passes, c'est vraiment la honte. D'accord? Oh là là. Qui a dit l'appel a duré 15 secondes? Je m'en souviendrai toute ma vie. Sur le coup, j'étais choqué. Donc, à mon avis, si tu la trouves pas, c'est une allusion basket, je me doute. Non, c'était pas du basket. C'est pas du basket. Maradona, non, c'est une référence à Maradona. C'est pas Maradona non plus. Est-ce Est-ce que cet appel, c'était pour l'annonce d'un décès? C'était pas l'annonce d'un décès. C'était une autre genre d'annonce qui est liée au sport. Hein, bien entendu. En plus. Une victoire, du coup? Une bonne Non, pas une nouvelle. Non, Une non, bonne ça doit nouvelle. être une nouvelle, genre. Peut-être un licenciement d'entraîneur ou une connerie dans le genre. Alors, c'est pas un licencié, c'est lié à un entraîneur, c'est un entraîneur en tout cas qui appelait. C'est la personne qui parle, c'était un entraîneur qui l'appelait, qui lui avait parlé. Quelqu'un pour sa première sélection. Alors, c'est lié à une sélection, c'est lié à la. Corinne Diacre c'est et lié- Amandine Henry, non? Un truc comme ça? Exact. Et du coup, qui est-ce qui a dit ça? Amandine Henry? Exactement, c'était l'interview d'Amandine Henry dans le CFC au sujet de sa non-sélection par Corinne Diacre. Hein, le torchon brûle entre Les deux et les joueuses de Lyon par extension. entre les joueuses. Voilà, une situation assez tendue. On va voir bien évidemment comment ça va se dérouler. On rappelle qu'Amandine Henry a, elle, été sélectionnée à la surprise générale de certaines personnes quand Corinne Diacre a annoncé la sélection pour les prochains matchs de l'équipe de France de foot féminin. En tout cas, l'équipe s'est qualifiée hier pour l'Euro 2022 féminin. Donc voilà, on va suivre ça avec grand intérêt. Contre l'Autriche. Voilà, on va suivre ça avec grand intérêt. Je vous propose de passer à l'avant-dernière question. C'est une autre question liste. La Piva, le Stark et le PRB espèrent bien arriver au bout. Mais arriver au bout de quoi? On est toujours sur le sport là. Toujours sur le sport. Ok. C'est peut-être un truc par rapport à l'e-sport, non, vu le nom? C'est pas l'e-sport, non, c'est un vrai sport. C'est méchant pour les fans d'e-sport. C'est vrai, c'est triste. Non, c'est un vrai sport. Enfin, c'est pas parce que c'est pas tellement méchant pour les. Ouais, c'est mal dit quoi, mais t'inquiète. Sporteurs, mais c'est que c'est un sport qui est vraiment éreintant, qui est vraiment éprouvant physiquement. Et voilà, éprouvant physiquement, ouais. Et que l'effort est sur la durée. Hein. C'est un marathon, un truc comme ça. Alors c'est plus qu'un marathon, hein. C'est beaucoup plus qu'un marathon. Triathlon? Non, c'est beaucoup plus. Pentathlon? Non. Ah oui, c'est les bateaux. C'est le Vendée Jacques Vabre. Non, c'est pas la Jacques Vabre, c'est l'autre. Mais non, mais celle qui a démarré, j'ai plus le nom.
Le. Je l'ai dit, hein. Moi, je l'ai dit. Vendée Globe. J'ai pas Oui, mais toi, t'as la réponse, Thomas. Toi, ça ne Non. compte pas. Non, Ça va, je j'avais pas le mot. ne vois rien là. Je me suis caché la réponse pour justement jouer le jeu. Oui. J'arrive à rien. Eh, l'autre, hier, il regarde les trucs, il fait oh tiens, il y aura une question sur le Vendée Globe. Trop con. Je te Bon, jure. écoute, moi, j'ai dit les bateaux qui ont commencé il y a pas longtemps, je C'est m'estime ça. heureux. Eh bien oui, en effet, c'est le Oh. Vendée Globe. Celui qui était en tête, Alex Thompson, vient abandonné dans l'après-midi. Donc voilà, il y a plusieurs abandons pour le moment. On va voir, eh bien, tout simplement, pour le moment, qui est-ce qui va gagner. On en est à plus de 17. On est à combien? On est à 9 jours de. Non, on est à combien? C'est parti quand? C'est parti le 8 novembre, donc on est à 20 jours de course pour le moment. Donc voilà, on va suivre ça avec grand intérêt. Donc là, je vais vous citer un article. Donc le début de l'article, c'est Il s'embrouille avec Jean-Paul II. Et là, ça va être la citation. Je vais vous demander qui est-ce qui est cité. J'ai vu les plafonds recouverts d'or et j'ai entendu raconter que le pape se préoccupait des enfants les plus pauvres, mais qu'il vende ses plafonds. Qui a dit cette phrase? Wow. Est-ce qu'on peut avoir la nationalité de la personne qui a dit cette phrase? Non, parce que ce serait trop facile. Argentine. Ce serait trop facile. Bien joué. Il a visé juste. Tout à fait, Thierry. Exactement. Eh ben, Argentine, bah, est-ce que c'est un joueur de foot Oui, Ok. qui est mort Messi. très récemment? oui, Est-ce que c'est Diego Maradona? Armando Maradona. oui. Donc effectivement, Maradona qui est mort de manière un peu surprenante, hein, on va pas se mentir, personne s'y attendait. On savait qu'il avait été opéré du cerveau dès 2 semaines le début auparavant. du mois. Voilà, 2 semaines auparavant, mais cette nouvelle a surpris tout le monde. On rappelle que les premières informations qui avaient circulé sur ça, c'était une crise cardiaque et quelques minutes après a été malheureusement confirmée la Le décès. disparition de Diego Maradona à un âge très jeune. Il est mort à 60 ans. Je peux vous montrer, voilà, et ce que je vous disais, la situation avec le pape, eh bien oui, puisqu'on rappelle que Diego Maradona était assez engagé à gauche. On rappelle qu'il était proche de Hugo Chavez, qu'il était proche de Castro, voilà. Et l'Humanité, le journal communiste, qui lui rend hommage avec cette une Adios compañero, donc adieu compagnon, voilà, avec Diego Maradona et son ballon et son numéro 10. En autre une marquante, on a eu bien évidemment le Parisien aujourd'hui en France, 1960-2020, Maradona dans les mains de Dieu. Voilà, on a aussi cette une de Libération Céleste. Un seul mot, voilà. Un seul mot, Maradona, 1960-2020. Et après, bon, je ne sais pas si tu l'as acheté, Lucas, mais ce numéro spécial de l'équipe, vous voyez, Il y a sur Maradona qui dit adieu ou un truc comme ça. c'est Dieu est mort, voilà. Et vous voyez Dieu est mort, l'équipe qui a remplacé sa colorométrie rouge par une colorométrie bleue, qui est la colorométrie. Et l'heure de Albi Céleste du Napoli, qui est le club où il est le plus C'est iconique. ça. Et il faut savoir Bien qu'en qu'il fait, a été une idole. et alors, le dessin de presse à la fin, vous voyez, de Maradona dans la main de Dieu. Et en fait, il faut savoir que l'équipe a fait un truc particulier, c'est que vous voyez ce numéro de l'équipe spéciale. En fait, dans le numéro du lendemain, vous voyez qu'ils ont titré Toutes les larmes du monde sur la mort de Maradona. Et en fait, l'équipe a reproposé le cahier spécial de la veille dans le numéro de l'équipe. Ils ont rajouté une page supplémentaire avec les unes en hommage à Maradona. Vous voyez, les autres unes des pays, de différents pays. Donc, on a par exemple Adios du journal argentin Chronica. On a Diego Vive, donc Diego V pour les Italiens. On a aussi beaucoup de Adios avec Adios, jeu de mots avec Dieu, puisqu'il y a une majuscule à D de Adios. Et un autre, je sais qu'il y a une petite polémique avec les journaux américains, comment ça s'appelle, les tabloïds, pas américains, les tabloïds britanniques, vous savez, qui faisaient
la reproche de la main de Dieu. Vous savez que c'était pendant ce match T'as un match où Argentine-Angleterre, ouais. que Maradona a réalisé peut-être les deux actions les Et plus deux des incroyables du actions les plus football iconiques mondial. avec son but où il dribble tout le monde C'est ça, depuis la moitié de terrain. En fait, ces deux buts font partie des plus iconiques de l'histoire de la Coupe du Monde, mais c'est dans les deux ça, sens du terme. D'ailleurs, c'est je ça. fais, je fais une petite promo. Je fais une petite promo, un petit instant promo. Si vous voulez une vidéo méga cool en français sur la carrière de Diego Maradona, je vous conseille la chaîne YouTube Compte de foot, CONTES de foot, qui a fait une très bonne vidéo sur Diego Maradona il y a déjà plus d'un an. Et je crois Voilà. que cette Et, vidéo et, sera à et, tout de et suite. j'avais regardé d'ailleurs l'équipe, hein, vous savez, l'équipe qui est la chaîne de sport Numéro 1, gratuite, la seule, quoi. etc., qui est vraiment une très bonne chaîne, hein, que je vous conseille d'ailleurs. Et Yohan Ryu, je t'aime, si un jour tu tombes sur cette vidéo. Faites pas de clip de ça, sinon je vais avoir des problèmes. Mais ils avaient fait une édition spéciale très intéressante d'ailleurs. Et ils avaient un débat, est-ce que Maradona est le plus grand joueur de foot du monde? Et il y avait un débat assez intéressant, il disait, c'était peut-être pas le meilleur, c'était peut-être pas le meilleur joueur au monde, mais c'était le plus grand de par ce qu'il représentait, de par ses excès, de par sa folie, etc., etc. Il représentait le plus grand de par ce qu'il représentait. C'est vrai que Pelé, C'est par vrai. exemple, Pelé qui Bah, était un Pelé, c'est une très bon époque plus pivot, ancienne où j'ai envie de voilà, dire, même des il gens représentait en quelque Europe chose. qui a grandi à l'époque de Pelé n'ont pas forcément connu, n'ont pas vu des images de Pelé à part pendant la Coupe du Monde. Mais on en parlait avec des amis et Maradona, en fait, c'est l'humain dépasse encore plus le sportif. Si je devais faire une comparaison, je ferais limite une comparaison avec Eric Cantona, par exemple, qu'on a en France. Une version Oui, encore plus. c'est vrai que Maradona, c'est une Cantona, version encore plus forte. Cantona, il y a la personne aussi au-delà du sportif légendaire qu'il est. Je pourrais citer aussi George Best, mais c'est un peu plus connu chez les Anglo-Saxons, tu vois. mais il était alcoolique, George Best, non, si je me Oui, trompe il avait pas. d'énormes problèmes avec l'alcool et C'est ça. lui-même en riait. Par exemple, Oui, c'est ça. il racontait une anecdote quand il jouait aux États-Unis. Il disait, j'habitais une villa et pour aller voir la mer, je devais traverser un bar. J'ai jamais vu la plage. Voilà. Et quand il a Et dû se faire perfuser 20 litres de sang, il a dit 40 pattes en 20 minutes, je suis pas loin de mon record. et je voulais montrer cette publicité de Téléfoot, la chaîne du foot, qui a voulu rendre hommage aussi à Diego Maradona. Vous voyez, c'est cette une, c'est pas cette une, mais c'est cette pleine page, cette page de fin, vous voyez. Il y a juste une photo de Maradona et il y a juste marqué en dessous la légende est dans la photo. Une qui est très, enfin pas mais une publicité très sobre, hein, vous voyez, avec juste Téléfoot en bas. Mais je trouve que cette publicité elle est digne d'une une. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que cette publicité aurait pu être une de journal avec la légende et sur la photo. Parce que enfin voilà, je trouve que c'est très bien pensé comme publicité, je trouve. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est une très belle pub. Allô? Oui, non, Oui, non, je suis là. oui, oui. Non, je me disais, ça y est, je me retrouve tout seul. Il n'y a plus personne. Très bien. T'inquiète Donc pas, vous parlez. on était Non, suspendu non. à tes lèvres. Ouais, voilà, c'est ça. On écoutait ce que tu disais. C'était Ah, passionnant. vous êtes trop gentil. Non, voilà, on arrive à la fin de l'émission. On a une fin de semaine très chargée, on va pas se mentir, hein, avec la disparition de Christophe Dominici, avec la disparition aussi de Maradona. On a eu d'autres sportifs, hein. On a eu Jacques Légende du Secrétin, tennis de table français. Qui était voilà, légende, un pongiste légendaire, etc., etc. En 2020 a quand même été une année assez dingue, hein, on va pas se mentir, avec tout ce qui s'est passé. On a encore 2 émissions normalement avant la fin 2020. On sera là, hein, dans 2 semaines. On ne sait pas encore si ce sera vendredi ou samedi dans 2 semaines. Du coup, on verra, etc., etc. Eh bien, je pense qu'on peut conclure cette émission. Voilà, on a une heure d'émission. C'est pas trop mal. Il semblerait, voilà, selon d'autres estimations, il y aurait 130 000 manifestants dans les rues, pour cette marche de la liberté. Je crois que je peux aussi vous présenter la une de Libération de vendredi par rapport
à Michel Zecler qui s'est fait tabasser. Vous voyez juste cette une, la nausée avec la bouche tuméfiée du producteur de musique. Libération, encore une fois, hein, toujours très punch dans ces unes. Ça me redonne le goût, vous savez, de vous faire une analyse de une comme je vous faisais sur 6.tv. Parce que voilà, Libé et l'équipe, ce sont vraiment les pubs, les unes les plus. Les plus punchy, en fait. Ouais, et l'équipe est toujours incroyable hein, dans ces unes en hommage. On l'a vu avec Dominici, on l'a vu aussi avec Maradona. On se rappelle la une de Cruyff, c'était Il était le jeu. Voilà, l'équipe c'est toujours bien voilà, rendre hommage aux gens. Et je pense que voilà, on va se quitter là-dessus. Restez chez vous, restez le plus possible confinés. Faites pas les fifous. Restez en protection. Merci beaucoup, Lucas, de ta première participation. J'espère que tu reviendras de temps en temps avec nous. Si ça peut te faire plaisir. Oh, j'espère que ça fait plaisir aux spectateurs aussi. Mais en tout cas, merci. Que j'ai été pertinent, etc. C'est jamais facile d'être le nouveau, donc tu vois. Oh, tu sais, Lucas, l'Alpaga Show, on a l'habitude de ne pas être pertinent. Donc voilà. Donc non, pour être plus précis, je reviens juste avant de quitter sur les statistiques, les manifestants. Donc selon la police, 46 000 manifestants à Paris, 133 000 en France, et selon les politiques, etc., notamment Danielle Obono. Danielle Obono, elle parle de 200 000 manifestants à Paris et des dizaines de milliers partout dans le reste du pays. Donc on va voir ce qui va être annoncé, mais évidemment, On peut aussi dire qu'il y a des images très très impressionnantes de la Banque de France en train de brûler. C'est une succursale de la Banque de France. Mais effectivement, situation très tendue, mais rappelons-le tout de même que la majorité, quasiment l'intégralité des manifestants sont pacifistes et que ce ne sont que d'ailleurs, on peut le dire, hein, les casseurs sont aux manifestants ce que les policiers violents sont à la police. Une minorité, il faut quand même le rappeler, que la majorité des policiers essayent de faire leur métier le mieux possible et que voilà, faut arrêter non plus aussi de nous montrer les uns contre les autres. On va se quitter voilà sur ce petit mot, sur ce bon mot de fin d'émission. On se retrouve dans 2 semaines et peut-être avant, si je sais pas, voilà, si on fait un petit live comme ça, chill avec les gars de l'Alpaga Show. Ce fut un plaisir d'être avec vous ce soir. On se retrouve du coup dans 2 semaines. C'était Hugo Couturier avec Diwo, Thomas et Lucas. Ça rime, ça fait des A, c'est formidable. Toto, Hugo, Diwo, etc. Ah, c'est beau. Et Luco, hein, voilà, nous avions Luco avec nous. Allez, c'était Garçon l'émission, c'était le 4e numéro déjà de Garçon l'émission. C'était un plaisir de passer cette soirée avec vous. Allez, ciao, bonsoir, et n'oubliez pas, restez chez vous. Salut à tous. Ciao tout le monde.